Madame, Monsieur, bonsoir. 55 jours depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence dans notre pays et une date est au centre de toutes les préoccupations, le 20 mai, celle du déconfinement tant espéré par des millions de particuliers et des milliers d'entreprises au Maroc. Mais, cependant, lundi, le porte-parole du gouvernement, dans une publication sur sa page officielle Facebook, a déclaré, je cite, « Malheureusement, comme le montre clairement ce graphique que vous allez voir sur votre écran, nous ne sommes pas encore à l'abri. Nous avons cru la semaine dernière que la situation épidémique dans notre pays était en amélioration, que nous nous éloignions de la phase de danger et que nous contrôlions la situation. » Fin de citation. Et l'effet de la douche froide fut immédiat. Les réseaux sociaux ont été immédiatement inondés par les scénarios de prolongement du confinement, alors que les effets sociaux et surtout économiques pèsent déjà. Comment envisager le déconfinement? Nous poserons la question au président du Centre indépendant des analyses stratégiques, Driss Fina, qui a consacré une étude à cette question. Et en deuxième partie d'émission, celui qui a toutes les réponses à vos questions sur la gestion de votre budget. Face à l'incertitude, quelle budgétisation optimale pour les ménages marocains? Ne ratez pas les réponses du consultant spécialiste de gestion de finances personnelles, Driss Khoudri. Poursuivre le confinement au détriment de l'économie ou déconfiner au détriment de la santé. Voilà l'équation qui se pose à tous les gouvernements du monde. Le Maroc n'y échappe pas naturellement. Souheil Jalil nous fait le point sur ce dilemme dans le royaume et ailleurs. Au Maroc, comme partout de par le monde, le déconfinement s'apparente à un réel exercice de funambule. En effet, tout l'enjeu du retour à la normale est de conjuguer la reprise des activités économiques et sociales à une parfaite maîtrise de la pandémie, une mesure hautement capitale pour éviter de provoquer une deuxième vague de contamination à l'heure où la crainte de cette deuxième vague menace plusieurs pays d'Asie, notamment la Chine, la cité-État de Singapour, le Japon, Taïwan et Hong Kong. Et alors que certains signes laissent espérer que le pire de la pandémie est bientôt passé aux États-Unis, selon la première estimation préliminaire du département de commerce américain, la pandémie a mis un terme à 10 ans de croissance économique ininterrompue dans le pays et le PIB, lui, a chuté de 4,8% au premier trimestre en rythme annuel. Même son de cloche en Europe, où presque 60 millions de travailleurs européens, soit plus d'un quart, pourraient voir leur emploi affecté par le confinement, rapporte une étude du cabinet McKinsey. Selon le cabinet de conseil américain, le confinement imposé dans la plupart des pays européens pourrait presque doubler le taux de chômage européen dans les prochains mois, d'autant plus, affirme le cabinet, que l'évolution de la situation sur le marché de l'emploi dépendra de l'efficacité de la réponse de santé publique et des réponses publiques aux conséquences économiques en Europe. Et pour parler d'efficacité de réponse ici au Maroc, via Skype depuis Rabat, le président du Centre indépendant des analyses stratégiques. Bonsoir Driss Fina. Bonsoir. Ma première question est à l'économiste, au statisticien que vous êtes. N'est-ce pas frustrant pour tous les statisticiens aujourd'hui de mesurer les réels impacts de cette crise dont personne n'est en mesure de définir la fin ? Effectivement, il y a un grand problème sur plusieurs plans. Tout d'abord, on ne sait pas quand est-ce que ce phénomène va se terminer. Deuxièmement, nous n'avons pas en permanence les données actualisées. Donc, on a jusqu'à aujourd'hui, les chiffres que nous avons entre les mains sur l'économie, ils reviennent à la fin du mois de mars. Et ces données ne permettent pas de faire une vraie évaluation sur les impacts jusqu'à la fin de l'année. Une seule donnée nous avons aujourd'hui qui est très actualisée, c'est celle de la consommation de ciment, et c'est l'indicateur qui reflète un certain l'impact sur le secteur de BTP, mais pas sur l'ensemble de l'économie à aujourd'hui. Très bien. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure vraiment de quantifier l'impact réel sur l'économie marocaine, malgré beaucoup de prévisions ont été émises, que ce soit par le HCP ou d'autres institutions, sur justement la croissance, une récession attendue pour 2020. Qu'en dites-vous ?
Effectivement, il y a des évaluations qui ont été effectuées par un certain nombre d'organismes et sont basées sur des hypothèses. Ces hypothèses ne sont pas en général très objectives. Nous voulons donc, à travers ce qu'on fait en permanence chaque jour, en actualisant nos travaux, nos observations, notre système de veille, il est actualisé chaque jour. Il reste difficile de faire des évaluations, mais donc on a établi jusqu'à aujourd'hui un certain nombre d'estimations sur l'effet sur les indicateurs macroéconomiques, sur les effets sur quelques secteurs importants comme l'industrie, comme l'agriculture, le monde rural, l'urbain. On a des estimations qu'on a réalisées à ce niveau-là, mais comme j'ai dit, on attend la sortie des derniers chiffres de fin du mois d'avril pour que nous puissions faire des bonnes estimations et parce que les estimations, elles donnent lieu à des décisions. Et vous savez, nous ne pouvons pas donner aujourd'hui des impacts assez larges sur lesquels donc on ne peut pas évaluer combien il faut faire d'efforts pour remédier à ces effets négatifs. Donc, prenons à titre d'exemple, concernant le taux de croissance, nous estimons que ça va être autour de moins 8,1% jusqu'à d'ici la fin de l'année si nous restons dans cette situation-là. C'est-à-dire que c'est... Et qu'en est-il si on passe à la phase de déconfinement, professeur Fina, quels sont les secteurs selon vous qu'il faudra prioriser et déconfiner en premier? Donc, le papier que nous avons distribué dit qu'il faut déconfiner tout. Donc, à part tout ce qui est rassemblement, tout ce qui est là où il y a des masses de personnes importantes, donc il fallait les garder donc en situation de confinement. Le reste, c'est-à-dire l'ensemble des secteurs économiques, il faut les ouvrir rapidement pour éviter d'autres catastrophes plus importantes. Qu'entendez-vous par des catastrophes plus importantes, Driss Fina? Donc, il y a des effets économiques que nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, il y a plusieurs risques qu'il faut évaluer. Si nous restons dans le confinement, il y a un risque. Si nous levons le confinement à un moment donné, il y a un risque. Donc, les risques sont évalués en fonction du déconfinement et en fonction de ce processus de déconfinement. Donc, si on déconfine progressivement, donc nous allons avoir un impact donné. Si on ouvre la totalité, nous allons avoir un impact. Donc, on a essayé pour résoudre cette équation très difficile de faire un benchmark international. Nous avons pris les meilleurs modèles à l'échelle internationale. Donc, il y a beaucoup de pays d'Asie qui ont déconfiné d'une manière totale et la vie revient à la normale. Donc, on a étudié leurs modèles et on a vu que leurs modèles sont applicables pour le cas du Maroc. Est-ce qu'ils sont applicables dans le cas du Maroc, compte tenu des spécificités socio-culturelles du Maroc et du Marocain? La gestion de la pandémie jusqu'à aujourd'hui montre que le Marocain et la société marocaine s'adaptent bien. Nous avons aujourd'hui une situation différente du mois de mars. Aujourd'hui, le dispositif sanitaire s'est amélioré. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Et le confinement, s'il n'a pas été appliqué à 100%, il a été appliqué à un pourcentage très avancé, comme les autres pays. Donc, on a observé le même phénomène en Europe, aux États-Unis, qu'il n'y a pas eu respect total de confinement par les sociétés, à part quelques pays comme donc, en Asie, où le respect était total parce que les amendes étaient très élevées. Ils atteignent parfois $8,000 si quelqu'un ne respecte pas le confinement. Donc, au Maroc, on n'a pas mis ce genre de mesures très sévères. C'est pour cela que les gens ont resté relativement libres, mais le respect, je peux dire qu'il est à hauteur de 90% au Maroc, ce qui est très élevé par rapport à ce que nous avons observé aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Espagne. Donc, le respect n'a pas été total. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont eu ces chiffres-là très élevés par rapport au Maroc. D'autre part, la situation du Maroc le met dans une zone le moins catastrophique au monde. Si on analyse statistiquement, donc le Maroc se trouve dans une zone moins touchée en comparaison à 60 pays par rapport auxquels on a comparé le Maroc. Ce qui fait aujourd'hui sa situation sur le plan stratégique, sur le plan des indicateurs stratégiques de la pandémie, reste favorable pour un déconfinement rapide. Donc le déconfinement rapide aujourd'hui, il s'impose, je le dis 3 fois, pour nous puissions
résoudre aussi la pandémie. La pandémie, elle a besoin de ressources financières. Donc, il faut travailler sur les deux choses à la fois, la santé et l'économie, pour que nous puissions gérer la situation d'une manière équilibrée sur le long terme. Et vivre avec le virus. C'est cela le troisième élément de cette équation, c'est d'apprendre à vivre avec ce virus en adoptant toutes les mesures qui sont préconisées. Effectivement, d'après les scientifiques, le virus, il reste toujours inconnu. Et même les vaccins, aujourd'hui, nous ne pouvons espérer les avoir que d'ici maximum 1 an et même plus. Donc, ce qui fait, l'homme doit cohabiter avec le virus, et on attend les mutations qui vont arriver à ce virus-là. Est-ce qu'il va devenir plus virulent, moins virulent, etc. Donc, la situation fait qu'aujourd'hui, pour ne pas rester les bras croisés, il faut attaquer l'économie et se préparer sur le plan financier pour résoudre cette équation sanitaire. Et nous terminerons justement par ces plans de relance ou ces propositions de relance de l'économie marocaine que vous avez identifiées dans cette étude, n'est-ce pas, au Centre indépendant des analyses stratégiques. Quelles sont ces mesures? Quelles sont les principales mesures de relance que vous avez identifiées? Donc déjà, je peux dire que le gouvernement, il a mis en place des dispositifs importants spécifiques à un certain nombre de secteurs. Et il faut prendre en considération la structure de l'économie marocaine, parce on a analysé la structure de l'économie marocaine, on n'a pas trouvé que l'ensemble des secteurs seront touchés profondément. Il y a quelques secteurs qui vont être touchés, et par conséquent, le dispositif doit être ciblé en fonction du dispositif pour minimiser les fonds qui seront mobilisés à ce niveau-là. Donc, il y a un certain nombre de secteurs que nous avons identifiés. Pour les entreprises, ils vont être confrontés immédiatement après le déconfinement à un problème de trésorerie, c'est normal. Je pense que le gouvernement, il a mis en place avec les banques un certain nombre de mesures efficaces pour remédier à cette question de trésorerie. Les autres cas difficiles, ils doivent être résolus cas par cas. Il y a un autre problème, c'est est-ce que nous allons atteindre le taux de croissance qui a été prévu par la loi de finances, au moins faire une année blanche, c'est-à-dire un taux de croissance de 0. Moi, je dis que c'est possible. Le Japon, d'ailleurs, il espère faire de cette pandémie un bien, c'est-à-dire relancer son économie sur la base de cette pandémie. Je pense que le Maroc peut faire la même chose, et pour cela, nous avons proposé de mettre en place un fonds de relance, de développement économique de notre pays. C'est possible à travers la mobilisation de 180 milliards, comme nous l'avons estimé. Nous l'avons estimé sur la base d'un pourcentage de PIB qui a été mobilisé au niveau des pays de benchmark. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, on a pris un certain nombre de pays qui ont décidé de relancer leur économie positivement. Le Japon, la Corée du Sud, on a pris ce modèle-là et les ratios qu'ils ont utilisés au niveau de ces pays. Nous avons trouvé que le Maroc doit mobiliser 15% de son PIB, c'est-à-dire autour de 180 milliards de dirhams s'il veut atteindre un taux de croissance même dépassant 1 à 2%. Merci beaucoup, Driss Fina, pour l'ensemble de vos réponses et d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Tout de suite, la deuxième partie de Questions Éco. Et face à l'incertitude, quelle budgétisation pour les ménages en ces temps de Ramadan et surtout de coronavirus? C'est le thème donc de cette seconde partie de l'émission. Nous en parlons avec Driss Rodri, coach financier. Mais avant, faisons le point sur l'évolution des prix des denrées de consommation sur les marchés nationaux avec Souheil Jalil. Dans le royaume, le suivi quotidien du marché par les départements concernés fait état d'un approvisionnement normal en produits alimentaires, énergétiques et d'hygiène. Et pour le mois du Ramadan, l'offre disponible couvre largement les besoins et même plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon les marchandises. Et pareillement, les prix des principaux biens de consommation essentiels maintiennent le trend baissier ou stable par rapport à la deuxième semaine de ce mois sacré, ainsi que par rapport à la même période du mois de Ramadan de l'année dernière.
Plusieurs produits ont même enregistré des baisses des niveaux de prix. Quant au bilan des opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires, les interventions des commissions mixtes provinciales et locales de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires ont concerné durant les précédents jours du Ramadan plus de 23 600 points de production, de stockage et de vente en gros et au détail. Et pour ce qui en est de la qualité des marchandises et produits stockés ou présentés à la vente, les commissions mixtes ont procédé à la saisie et à la destruction de plus de 42 tonnes de marchandises, impropres à la consommation ou non conformes aux normes requises. Et depuis Casablanca, via Skype, nous joignons le coach financier Driss Khodri. Bonsoir Driss Khodri. Bonsoir. Avant de parler de consommation, j'aimerais parler avec vous de gaspillage. Selon l'Association marocaine des droits des consommateurs, le confinement aurait entraîné un gaspillage des denrées alimentaires de 15 à 20%. Alors comment ? Alors que pour la majorité des ménages marocains, les revenus ont baissé. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je suis avec vous, oui. Avez-vous entendu la question, Driss Khodri ? Alors, il y a un effet de gaspillage. Absolument, absolument. Un effet de gaspillage. Pourquoi gaspiller alors que les ressources s'amoindrissent ? Parce qu'à un certain moment, au début du mois de Ramadan et avec l'arrivée de la pandémie, nous avons assisté à une augmentation d'un achat, j'allais dire, d'une manière anarchique. On a essayé de constituer une épargne en nature et pas en numéraire. Et les foyers se sont précipités vers les produits alimentaires pour se constituer un stock. Un stock pourquoi ? Par rapport à la consommation, il était excessif. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve maintenant devant un effet gaspillage. Et on se retrouve dans la poubelle marocaine, dans les déchets. 29% de cette poubelle sont constitués par des déchets alimentaires, dont tout particulièrement les farines, tout ce qui provient des farines. Très bien. Alors qu'on s'approche, Driss Khodri, de la fin du confinement, en tout cas comme l'espèrent tous les Marocains aujourd'hui, parlons de l'après-confinement, de cette période qui viendra après cette levée de confinement et des habitudes de consommation. Pensez-vous réellement que les habitudes de consommation des Marocains vont changer après cela ? Certainement. Certainement. D'abord, il faudrait dire que Corona n'est pas à 100% responsable des perturbations financières que l'on rencontrait dans les foyers. Parce que avant l'arrivée de Corona, il y a 3 problèmes majeurs que vivent les foyers marocains. Savoir, d'abord, le surendettement des foyers, plus de 50%, ce qui a créé un effet d'insolvabilité de la moitié des foyers. Deuxièmement, l'insuffisance de la culture d'épargne. On s'est retrouvé avec, ne l'oublions pas, que 84% des foyers marocains ne font pas d'épargne. Ils ne font pas d'épargne. Et donc seulement 16% des foyers marocains constituent de l'épargne. Cela veut dire que vous avez 10 000 dirhams, il y a des salaires à 10 000 dirhams qui ne font pas d'épargne. Il y a des gens qui ont 4 000 dirhams et qui font de l'épargne. Donc ça n'a rien à voir avec le volume de vos revenus. Pour ce qui concerne des perspectives de l'avenir, les habitudes consommationnelles, nous l'espérons, vont changer dans le sens de la gouvernance, dans le sens d'une meilleure rationalité dans les achats, parce que Corona a fait apparaître 4 cas d'espèce. Il y a les familles qui ont seulement symptomisé, c'est-à-dire qui ont montré quelques fébrilités. Il y a des foyers qui étaient pratiquement dans la dégradation, il y a des familles qui étaient dans la difficulté, et enfin, il y a des cas de figure où il y avait pratiquement un cas de crise. Et ce sont ces familles-là qui ont profité de l'aide de l'État et du fonds de Corona, et de la CNSS et également du RAMED. Voilà pour ce qui concerne les habitudes consommationnelles, elles vont certainement changer, et notamment dans la facture sociale relative à la santé. Nous sommes, le poste santé dans la DAMP, il constitue 8,7%, il est appelé à augmenter après le corona.
On est appelé à réviser notre budget alimentaire. Il y a beaucoup de déchets alimentaires dans nos poubelles. Et il y a également une révision des priorités de l'État, des priorités, des dépenses prioritaires, les dépenses obligatoires et puis les dépenses superfétatoires pour aller vers une rationalité et éviter les rubriques budgétaires budgétivores. Nous le savons très bien qu'il y a plusieurs dépenses secondaires dont il va falloir se passer dans l'avenir. Alors, c'est intéressant que vous parliez du budget de l'État parce que le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, en parlant justement du budget de l'État, a écarté cette question d'austérité. Que dire de l'approche souhaitable, selon vous, de gestion du budget d'un ménage marocain? Est-ce que l'austérité devrait être de mise? Nous ne parlons pas d'austérité, nous parlons de rationalité, nous parlons de gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs rubriques budgétaires dans un foyer qu'il faut respecter, une quinzaine de rubriques budgétaires, l'alimentation, l'habitat, l'école, la scolarité des enfants, le sport, les voyages, etc. Il y a 15 rubriques en fait. Il va falloir respecter les priorités. Il faut prioriser ces rubriques budgétaires et ne pas aller vers des dépenses superfétatoires et nous nous sommes retrouvés en face de foyers qui ont créé leur structure budgétaire a connu une perturbation majeure à cause du corona parce qu'il n'y avait pas de priorité, il n'y avait pas d'organisation budgétaire, il n'y avait pas de comptabilité, où il n'y a pas de traces, où il n'y a pas de pièces justificatives dans leur documentation budgétaire. Voilà pourquoi il va falloir aller vers une rationalité et pas forcément dans l'austérité. Et qu'en est-il des dépenses exceptionnelles? Comment les dépenses exceptionnelles. Nous avons remarqué que le budget familial a connu la naissance de certaines rubriques budgétaires et la disparition d'autres rubriques. Alors, par exemple, tout ce qui est dépenses esthétiques, football, shopping, coiffeur, café, toutes ces dépenses ont disparu actuellement, momentanément. Elles vont revenir certainement après le déconfinement. Mais pour l'instant, ces dépenses sont au frigo. Mais d'autres dépenses, telles que les dépenses, par exemple, de la scolarité à distance, c'est nouveau pour le foyer marocain. Aujourd'hui, on est en train de voir comment est-ce que le foyer marocain va faire face à des dépenses supplémentaires. Ce sont des surprises au niveau des foyers. Il va falloir acheter des PC, des tablettes, recharger l'Internet pour les enfants pour qu'il y ait égalité d'accès à l'information. Donc, ces dépenses-là, s'il y avait de l'épargne dans les foyers avant, on aurait acheté ce matériel sans trop de difficultés. Aujourd'hui, on est obligé parfois de s'endetter pour que les enfants puissent accéder à l'information et pour qu'ils puissent faire l'apprentissage à distance comme il est souhaité. Driss Khodri, beaucoup disent, en tout cas prétendent que les ménages justement de la classe moyenne sont ceux qui souffriraient le plus, n'est-ce pas, de cette baisse des activités économiques et par ricochet, donc baisse des revenus. Est-ce vrai selon vous? Oui, la classe moyenne, parce qu'elle joue le rôle d'amortisseur, bien entendu, dans toute société organisée, mais nous avons constaté que toutes les personnes en relation avec la toute petite et la moyenne entreprise a été touchée tout particulièrement parce qu'il y avait pratiquement arrêt d'activité d'un certain nombre d'activités génératrices de revenus et un certain nombre d'entreprises qui étaient moyennes ou petites. Et c'est en fait la classe moyenne qui posséderait en fait ces entreprises et elle s'est retrouvée avec un arrêt d'activité qui aurait déclenché un ralentissement de l'activité de leur entreprise et le départ d'un certain nombre de licenciements momentanés, un certain nombre de pertes de chantier, pertes de marché, qui est synonyme, bien entendu, de manque à gagner sur le plan financier et budgétaire. Je voudrais terminer avec vous sur cette question de capitalisation. Comment capitaliser sur cet élan de solidarité que l'on remarque depuis, n'est-ce pas, depuis le début de cette crise au Maroc et notamment pour justement les plus démunis. Ne parlons plus de cette classe moyenne, mais des plus démunis. Comment capitaliser sur cet élan et le faire durer? Une durabilité de la solidarité au Maroc est-elle possible selon vous?
Oui, à un moment donné, Corona va partir. Mais ce qu'il faudrait retenir, ce sont les leçons du Corona. Nous avons découvert une société qui était cousue, une société solidaire. Nous avons remarqué une société civile très active. Nous avons remarqué également, il y avait trop de critiques par rapport à notre système de santé. Il se débrouille pas mal par rapport à nos voisins et par rapport à la Méditerranée. Nous avons un corps médical qu'il faut respecter désormais. Je pense que s'il faut capitaliser, il faut capitaliser l'expérience, les résultats, la solidarité. Il faut capitaliser surtout sur la prévision. Il faut que nos systèmes budgétaires, notamment dans les familles, il va falloir aller dans des systèmes qui prévoient le risque et qui ne le subissent pas. Donc, les mauvaises surprises. Merci maintenant beaucoup. aller dans une rationalisation et une prévision. Rationalisation et épargne. Merci beaucoup, Voilà. Foudry. Le temps de l'émission est écoulé. Merci beaucoup. C'est la fin donc de Questions Écho. Je vous donne rendez-vous demain à 21h05 pour un nouveau numéro. N'oubliez pas que vous pouvez toujours interagir avec nous via le hashtag Questions Écho. D'ici là, prenez bien soin de vous.